à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille Diego Cusiconqui qui va nous parler d'un événement et puis de l'explication de ces événements au Pérou. Donc Diego, en fait, est déjà un spécialiste de la montagne depuis une dizaine d'années. Il a commencé à travailler sur les bilans de masse glaciaire à la fois dans les montagnes tropicales et alpines. Il s'est ensuite intéressé au pergélisol, toujours en milieu montagnard, pendant sa thèse, pour ensuite s'intéresser un petit peu plus à la détection des aléas gravitaires. Et actuellement, donc, il réalise un postdoc sur les événements en cascade, et en particulier donc sur la combinaison des risques d'origine glaciaire et périglaciaire dans, dans les Andes péruviennes. Donc dans ces zones qui sont plus précisément la cordillère Blanche, qui se situe au nord-ouest de Lima, donc dans un pays qui est assez longiforme. Dans son travail, dans ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, il essaye en fait de montrer un petit peu comment un événement relativement ponctuel localisé dans cette chaîne peut en fait avoir des interactions avec d'autres aléas et donc déclencher un événement en cascade. Et en particulier, il essaye de comprendre en fait les interactions entre ces différents aléas qui peuvent se produire et comprendre un petit peu finalement quels peuvent être les verrous de ces interactions qui justement empêchent en fait l'évaluation correcte du risque lorsque ce type d'événement se produise. Donc c'est ce qui va nous présenter aujourd'hui à partir de cet exemple péruvien pour sortir un petit peu de l'exemple alpin habituel. Voilà. Donc Diego, on te donne la parole pour cette présentation et j'en profite pour te remercier d'avoir accepté cette participation. Merci. Merci Sébastien, merci Nicolas pour l'introduction très synthétique. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'étude qu'on a amené l'année dernière lors d'un GLOF au Pérou. Comme l'a dit Sébastien, en fait, on s'intéresse à des événements en cascade où il n'y a pas une seule thématique qui est privilégiée, parce qu'on combine à la fois de aléas gravitaires, aussi des dynamiques glaciaires, glaciaires, mais aussi de l'aspect torrentiel, l'érosion. Et du coup, on a voulu mener cette étude pour montrer en fait à quel point c'est aussi important d'avoir une multidisciplinarité, mais aussi une interdisciplinarité avec toutes les thématiques qui s'intéressent à la montagne. Mais pas que à la montagne, mais aussi à l'aspect vulnérabilité de la société. Donc, je suis pas expert là-dessus, mais je vais quand même donner des pistes intéressantes pour qu'elles puissent servir pour la suite. Donc, je suis postdoc à l'Institut des sciences de la Terre. J'ai été financé par le CNES l'année dernière quand on a commencé cette étude, mais on a aussi, là maintenant, je suis sur notre financement qui porte à peu près sur la même thématique, aléas gravitaires, détection et suivi. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler surtout des GLOF, enfin, c'est de crues glaciaires. Je vais donner un peu de contexte pour mettre à plat tout le monde. Que les concepts soient bien clairs, pour ensuite passer à un contexte plus général dans le Pérou. C'est un hotspot des GLOF dans le monde. Et ensuite passer dans le détail au GLOF de Vainarahu, qui a eu lieu l'année dernière, pour lequel on a fait cette étude. Et le troisième point, c'est d'aller au-delà de l'aléa, en fait. Pourquoi cet événement est important euh, pour la société? Donc, je veux commencer par mettre en avant cette collaboration. Donc, il y a toute une équipe que souvent vous connaissez peut-être en France qui travaille sur le risque d'origine perglaciaire, périglaciaire, bon, pour lesquels on s'est tous réunis pour cette étude, pour apporter chacun sa pierre à l'édifice et puis contribuer à comprendre mieux cet événement. Mais cette étude n'aurait pas pu être faite sans la collaboration des collègues locaux. Donc, je parle bien notamment de l'Université de Huaraz, l'UNASAM, l'Institut des glaciers en montagne, l'INAICHEM, l'Institut géologique NIGEMET, mais aussi l'Autorité de l'eau, c'est la ANA, dont on est un groupe de 16 personnes qu'on a tous mené son expertise. On a amené son expertise pour comprendre cet événement.
Je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez trouver en fait qui sont ces personnes. Et c'est grâce à cette connexion interdisciplinaire et encore une fois multidisciplinaire, on a pu mieux apporter une connaissance à la société à travers cet événement. Mais bon, maintenant en passant un peu à la science, ben, je remercie tous mes collègues qui ont participé à cette étude. Je vais parler des GLOF aujourd'hui. Donc, comme on avait dit, c'est des crues glaciaires. Et ces événements sont déjà connus dans la littérature, parce qu'ils sont des événements violents. Quand un lac glaciaire en haute montagne, en fait, l'hiver, des quantités d'eau extrêmement rapides et qui atteignent des fois des distances très très longues en aval. Et c'est un événement assez complexe parce que souvent, ces lacs glaciaires ils ont, ils sont dans un contexte beaucoup plus large de retrait glaciaire en continu, mais aussi des instabilités gravitaires liées le retrait glaciaire, le dégel du permafrost, la disponibilité des sédiments autour de ces bassins versants. Et parmi les triggers pour les GLOF, il y en a beaucoup. Donc, ça peut être des séracs, des morceaux de glace qui tombent dans les lacs. Ça peut être aussi des glissements de terrain, des coulées de lave qui touchent les lacs. Mais il y a aussi les facteurs conditionnants, que c'est aussi le volume des lacs en lui-même, qui représente ou pas un danger. Des gros lacs, on est souvent amené à dire que ça représente un danger, alors que des petits lacs sont souvent négligés, ignorés. Mais il y a aussi les conditions dans lesquelles les lacs se trouvent, c'est-à-dire des barrages morainiques qui sont souvent inestables. Et un événement qui est important et qui n'est pas à négliger, c'est la présence de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il développe cette activité de plus en plus en haute montagne, parce que voilà, les fonds de vallée, ils sont de plus en plus peuplés. Donc, il y a des activités touristiques, même des aménagements en haute montagne qui s'exposent à ces risques. Et là, on se trouve de, dans un cadre des risques assez classique, donc les aléas avec la vulnérabilité de la société qui est exposée à ces événements avec des magnitudes variables. Donc, pourquoi cet événement c'est important? D'une façon générale, c'est parce que le GLOF, c'est un événement déjà connu depuis les derniers siècles. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que avec les effets du changement climatique d'une façon générale, en fait, on a vu passer une augmentation des GLOF à l'échelle du monde entier. C'est-à-dire, on est passé d'une dizaine, vingtaine de GLOF dans les années 40 à une quarantaine par décennie, là actuellement. Ce qui pose question notamment déjà pour la science, quels sont les triggers, quels sont les facteurs conditionnants, mais aussi quel est le lien avec la population. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Cordillère Blanche, c'est un hotspot des GLOF, dans lequel il y en a eu 61 GLOF enregistrés, que dans la Cordillère Blanche. Et cette image à droite vous montre justement où sont localisés ces GLOF. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont localisés déjà dans des environnements glaciaires, pays glaciaires, mais il faut pas. C'est intéressant de voir qu'en bas, dans les fonds de vallée, il y a aussi une bonne partie de la population qui s'est installée depuis longtemps. Et un événement qui est très connu dans la Cordillère Blanche au Pérou, c'est le GLOF de la Laguna Palcacocha. C'est un événement qui a eu lieu là, en 1941, dans lequel un gros lagune a versé une énorme quantité d'eau qui a ravassé un tiers de la ville à Huaraz. Donc, c'est l'image que vous avez en bas à droite qui montre en fait les cicatrices, les traces de cet événement et avec la ville de Huaraz à côté. Donc, il y a eu 1800 personnes qui ont décédé lors de cet événement. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que presque un siècle après, la ville s'est reconstruite dessus. Donc, on a quand même des événements sociaux qui se jouent en place pour lesquels on va avoir un peu à la fin une discussion euh, un peu générale. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un événement qui a eu lieu l'année dernière, qui s'appelle à côté du glacier Vainaraju. Vous avez l'animation à droite avec deux images à haute résolution depuis 2016 et 2025, sur lesquelles, en fait, il y a eu un écroulement qui a chassé deux petits lacs en montagne. Et cet événement, il a parcouru 14 kilomètres jusqu'à la ville d'Independencia. C'est en fait à côté de Juárez.
Mais on s'intéresse à cet événement parce qu'il y a eu euh, il y a eu en fait un déséquilibre entre deux petits lacs et, et que l'événement est arrivé aussi loin dans la vallée. Donc, la question qui nous a motivés, qui nous a amenés à faire cette étude, en fait, quels sont les processus en cascade ou les mécanismes qui ont amplifié cet événement? Parce qu'encore une fois, on parle de petits lacs qui font presque 1 hectare. Donc pour cela, je vais passer rapidement pour la méthodologie. Il s'agit vraiment d'une étude à haute résolution avec des images Pléiades sur lesquelles on a 9 ans d'écart. On a construit les MNT, les sortes d'images à haute résolution, à 4 mètres de résolution, sur une commande d'une activité sieste. C'est un dispositif du CNES qui permet justement de, en cas de crise, lancer des acquisitions à haute résolution pour mieux comprendre les enjeux scientifiques derrière. Donc, très brièvement, en fait, ce qu'on a fait, on a produit les MNT, c'est-à-dire les modèles 3D de la surface, et on les a comparés l'une à l'autre. Et cette comparaison nous amène à pouvoir quantifier des volumes qui changent dans le temps, en ayant en tête qu'une des images est la référence, donc à l'occurrence c'est 2016. On les a comparés, on a fait toute une série de corrections. Les cartes que vous voyez en haut, c'est la différence d'élévation entre les deux MNT. Vous voyez qu'au début, on a pas mal du bruit parce que l'MNT, il n'est pas très bien géoréférencé. On a fait tout un recalage de ces MNT et à la fin, on arrive avec une comparaison des 65 cm de précision, qui est relativement bien pour ce qu'on a envie de détecter. En passant au sujet, cette comparaison, on l'a analysée plus en détail, notamment sur la carte à gauche, où les couleurs rouges montrent des changements d'élévation négatifs et les couleurs bleues montrent des changements d'élévation positifs, c'est-à-dire des accumulations. Lors de cette comparaison, on a découvert qu'il n'y a pas eu un seul écroulement, qu'en fait, il y en a eu quatre. Il y a eu deux petits tout au début de la saison, en février, un deuxième en mars, et le quatrième, c'est qui a causé le glove, en avril. Donc, je les appelle comme Rockfall en 2, 3 et 4. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les Rockfall numéro 4, sur lesquels on a estimé un total de 269 000 mètres cubiques qui se sont écroulés, qui sont tombés sous les lacs. Et pourquoi j'insiste sur cet événement? Parce que Huaraz, comme c'est un endroit où il y a un contexte de glove assez récurrent, il y a eu quand même des dispositifs qui ont quantifié le niveau de risque de tous les lagunes. Et ces deux petits lagunes, ils ont été exclus dès le début, notamment parce qu'ils sont petits. Et c'est un événement un peu inattendu. Donc, comme le volume des lacunes n'était pas connu, donc on s'est un peu penché pour faire une estimation grossière de ce volume. Donc, on a pris les MNT à haute résolution, on a interpolé les contours des lagunes pour estimer la bathymétrie et notamment arriver à un volume potentiel. Ce qui nous amène à dire que la première lagune tout en haut, à droite, à gauche, pardon, c'est autour de 43 000 mètres cubiques. Et la lagune B, c'est autour de 32 mètres cubiques. Il faut avoir en tête que, il y a une seule lagune qui a été versée avec potentiellement une partie de la deuxième. Bon, on va voir ça à la discussion. Donc, cette lagune, il s'est versé, euh, il a parcouru 14 kilomètres. C'est la trace verte que vous voyez dans l'image et qui a touché la ville d'Independence. Et la deuxième partie de cette étude, ça a été l'analyse de cet événement par secteur. Donc, on a divisé en tout le parcours du GLOF en 6, A, B jusqu'à F, G, pour mieux comprendre quels sont les processus derrière. Et donc, cette image que vous voyez à gauche, c'est l'érosion maximale qu'on a pu observer lors de ce parcours. Vous voyez, il y a des traces qui montent, qui descendent. Et notamment, aujourd'hui, je vais vous parler des trois régions clés qui ont fait que cet événement est devenu majeur. La première, c'est la zone AB. C'est la zone immédiatement après les lagunes, où l'eau il s'est versée très rapidement. Donc, cette section, il a subi une forte érosion, notamment à 80 000 mètres cubiques de roches et sédiments ont tombé, ont été érodés par exemple par la vague torrentielle, mais la moitié, c'est
déposer immédiatement lors du premier éplat. On parle du point B. Il y a une érosion moyenne de 4,3 mètres et cette section contribue à lui tout seul à 30% du volume total. C'est normal de voir ce type d'érosion parce que cette région elle est la plus proche du lac où il y a un débit constant qui a eu lieu pendant dizaines de minutes, peut-être plus, qui a fait que le matériel est parti par érosion. La lave torrentielle a tout de suite traversé le premier éplat, là où mon curseur il est présent, en B. Il est passé par la zone C, D, et je vais vous parler de la zone la plus critique, c'est la zone EF. Cette section, elle est critique parce que pendant 3 km, l'eau qui a été versée, il n'a fait qu'éroder. Il a enlevé en moyenne 4,4 mètres du sol, et pendant 3 km, il s'est chargé en matériel et a érodé un volume total de 133 000 mètres cubiques. Et cette section à lui tout seul, il contribue à une hauteur de 45% du volume total. Donc, cet événement nous montre qu'on est passé d'un Jerry's Flow, enfin un lave ou un vague torrentiel, à un vague plutôt riche en sédiments, fin, qui a fait que le volume s'est augmenté fois 6 fois 7 à la fin du volume final à la ville d'Indépendance. Et la deuxième, la zone la plus critique, c'est la zone FG, là où c'est critique parce qu'il y a des aménagements, il y a des activités humaines qui se développent dessus. Et donc, notamment, il y a eu 2 morts autour de cet événement, 315 personnes affectées, avec pas mal de bâtiments qui étaient proches, qui ont été affectés. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que les aménagements les plus affectés, ce sont ceux qui étaient à moins de 20 mètres de la rivière. Donc, il y a un aspect intéressant à analyser pour la suite, c'est-à-dire l'exposition à ces risques. C'est un facteur très, très important, notamment dans cette vallée du Pérou. Donc, quand on fait le bilan total de cet événement, c'est les graphiques en haut à gauche où je montre l'élévation et les parcours en fonction du parcours du globe. La courbe orange montre les sédiments érodés et déposés tout au long du parcours et la courbe bleue montre les sédiments cumulés. Tout ça pour montrer que cette région EF est une région critique qui a fait que le volume a augmenté énormément. Le volume total, c'est que à la fin, à la ville d'Independencia, il y a eu x6, x7 le volume initial des lacs. Et ça, c'est quelque chose un peu d'inhabituel, notamment parce que dans la littérature, on s'attend à un volume grossisse de x4, x5. Et donc, c'est notamment cette question d'érosion qui a fait que cet événement est devenu majeur. Un point que j'ai envie de souligner là-dessus, c'est que il y a eu des rapports, il y a eu des études qui ont été faites de la part des collègues péruviens qui se sont souvent concentrés sur la partie aléa, donc notamment les rockfalls. Mais l'attention n'a pas été très ciblée sur ce qui se passe dans les tronçons du milieu. Et c'est bien là où nous avons découvert justement que tout ce qui se passe entre l'aléa et la ville, ça a eu des conséquences majeures pour cet événement. Donc là, ça c'est un petit clin d'œil pour dire que quand on analyse ce genre d'événement, il ne faut pas négliger ce qui se passe au milieu. Donc, à la fin, on a répondu à la question scientifique derrière, c'est-à-dire que voilà, elle est devenue majeure parce qu'il y a eu trop de sédiments entre-temps, il y a eu un stockage important, une érosion importante. Mais l'aléa en lui-même ne peut pas expliquer cet événement. Et on s'est aussi penché pour la partie vulnérabilité. Et quand on analyse cet événement d'un point de vue long terme, c'est-à-dire les grossissements de la ville depuis 1940 jusqu'à l'actualité, en fait, on voit que même avec des événements majeurs comme celle du Palcacocha dans les années 41, bah, la ville a continué à se développer, grossir dans la direction où l'événement de Vainara où il y a eu lieu l'année dernière. C'est assez logique parce que voilà, c'est des zones relativement plates où
Les gens n'ont pas trop besoin de faire des aménagements, mais ça pose une question derrière, en fait, que l'acceptation du risque. Parce que, en quelque sorte, ça arrive partout pareil, c'est-à-dire on vit avec les risques, on accepte qu'on vit avec ces risques, mais quand on est dans une région où il y a des événements majeurs qui ont touché et qui ont vraiment fait des conséquences importantes, la perception, elle est indépendante. Et cette question, elle ne peut pas être répondue par les géosciences. Il faut que ça soit en lien avec les sciences sociales. Parce qu'il y a des aspects culturels, il y a des aspects d'exposition, il y a aussi des aspects politiques et importants. Qu'est-ce qui fait les gouvernements pour mitiguer ces risques? Et une question clé, c'est pourquoi, après plusieurs années des événements majeurs, pourquoi les institutions n'ont pas réussi à mitiguer ces risques à la Cordillère Blanche? Je ne suis pas expert dans le domaine des sciences sociales. C'est peut-être quelque chose que pourrait amener pour des projets futurs dans lesquels je serais intéressé de collaborer, d'amener mes idées et mes questionnements. Donc, à la fin, on a voulu élargir cette analyse, c'est-à-dire quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé à la Cordillère Blanche et la quantité des lacs présents à la Cordillère Blanche, quelles sont les mesures qui ont été abordées? Donc, il y a eu notamment mes collègues de l'INAICHEM qui ont fait toute une analyse de évaluation des risques des lacs, assigner un attribut qualitatif de très haut de risque ou pas de risque, en fonction des facteurs déclencheurs autour, mais aussi des facteurs des propagations. C'est-à-dire, grosso modo, ils ont pris combien de personnes y habitent en bas et savoir en fait à quel point les lacs, les versements de ces lacs pourraient générer un événement majeur. Donc, les cartes que vous voyez ici, ça montre déjà la présence des lacs à la Cordillère Blanche, classifiés par taille, c'est-à-dire les petits lacs moins de 0,01 km², les lacs médians entre 0,01 et 0,1 et les lacs les plus gros au-delà des 0,1 km². L'échelle des couleurs montre les niveaux de risque assignés, toute l'analyse que je viens de décrire, mais je vous invite à ne pas voir les couleurs, mais je vous invite à voir les couleurs gris, les lacs qui sont colorés en gris. C'est-à-dire qu'il y a seulement 18% des lacs pour lesquels il y a un risque assigné. Et tout le reste a été abandonné, enfin, n'a pas été assigné comme risque. Et donc, notamment, l'événement qu'on analyse aujourd'hui, c'est ces petits points bleus que vous voyez ici, qui fait partie de tout un ensemble de lacs pour lesquels le niveau de risque n'a pas été encore assigné. Donc, avec ça, j'ai envie de dire que des fois, on est aussi souvent biaisé par étudier les gros lacs, parce que bien sûr, ça fait des gros événements, ça peut faire des gros dégâts, mais le fait de négliger les restes, ça ne veut pas dire qu'il y a des événements qui peuvent arriver. Et donc, le Vainaraju, c'est un événement qui le montre bien qu'un petit lac peut faire des gros dégâts quand toutes les conditions s'alignent lors de la propagation. Voilà, voilà. Avec ça, je conclue ma présentation. Donc, vous avez pu voir avec moi que cet événement s'est amplifié à cause de sédiments qui ont entraîné dans le chemin et que, enfin, des petits lacs peuvent faire aussi des événements majeurs. Donc, on travaille ensemble avec mes collègues du Pérou pour justement améliorer cette évaluation des risques des lagunes glaciaires avec l'idée de pouvoir inclure les petits lacs dans l'évaluation, mais aussi d'autres choses comme ce qui se passe au milieu, la disponibilité sédimentaire. Ça, c'est des projets qui vont peut-être voir la lumière d'ici quelques années. Et si vous avez envie de voir plus en détail tous les chiffres, tous les calculs, toutes les choses qu'on a fait, les papiers, il est en révision. Il y a un preprint disponible chez Nature Portfolio Journal. Euh, Vous avez les codes QR ici pour accéder au preprint. Avec ça, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci.